L'or reste l'un des métaux précieux les plus convoités de la planète. Il brille non seulement par sa teinte profondément chaude, mais aussi par la promesse symbolique de richesse, de stabilité financière et de prestige qui accompagne l'humanité depuis les premiers échanges commerciaux. Aujourd'hui encore, tout comme il y a des siècles, ce métal jaune continue de captiver l'imagination collective. Cependant, l'atteindre implique un parcours complexe, mêlant géologie, ingénierie à grande échelle, chimie de précision et logistique de sécurité digne d'un film d'espionnage. Imaginez d'abord un scénario encore plus ancien. Il y a environ 4600 millions d'années, lorsque la Terre venait tout juste de se condenser à partir de poussière stellaire et que sa surface, encore plastique et constellée d'océans de magma, subissait un bombardement incessant de météorites et d'astéroïdes riches en nickel, en fer et en toute la famille des métaux sidérophiles. À cette phase, connue sous le nom de grand bombardement tardif, les impacts, certains de la taille de continents, ont enfoncé de fortes doses de noyaux métalliques dans la croûte en train de refroidir, tout en dissolvant d'autres éléments dans le manteau partiellement fondu. Dans ce mélange voyageait l'or, d'abord piégé dans des phases sulfurées, puis redistribué par les gigantesques flux convectifs agitant l'intérieur du jeune globe. Au fil de millions d'années, la dynamique tectonique a scellé une partie de ce métal sous d'épaisses couches de roches, tandis que des fluides hydrothermaux ascendants l'ont concentré en filons ultra fins enchâssés dans des fissures de quartz, de pyrite et d'autres minéraux silicatés. Le résultat est que l'or que nous recherchons aujourd'hui se présente majoritairement sous forme d'inclusions microscopiques, invisibles sans l'aide de microscopes électroniques, fortement imbriquées dans une matrice cristalline que seuls des processus géologiques ultérieurs, érosion, plissement ou activité volcanique, ont rapproché suffisamment de la surface pour que l'exploitation moderne puisse le détecter et l'extraire. Après d'innombrables ères de refroidissement géologique et d'activité volcanique, une partie de cet or a été poussée vers des fractures rocheuses où il a cristallisé en veines et en petits amas. Bien plus tard, lors de la ruée vers l'or en Californie au 19e siècle, les prospecteurs se sont rués dans les rivières et les ruisseaux à la recherche de pépites emportées par les courants fluviaux. Pourtant, sous leurs pieds reposaient des gisements d'une ampleur inimaginable. Ce n'était que la surface d'un océan métallique souterrain. Aujourd'hui, l'exploitation des gisements repose sur des technologies de prospection avancées. Survoler le terrain à l'aide de systèmes électromagnétiques, en essence, des détecteurs de métaux géants embarqués dans des aéronefs, permet d'identifier des variations de conductivité et de magnétisation du sous-sol. Ces anomalies, liées à des sables riches en oxyde de fer, sont de bons indicateurs de la présence potentielle d'or. La méthode est coûteuse, assurément, mais réduit considérablement la zone de recherche, ce qui compense le risque financier inhérent au forage à l'aveugle. Pour donner une idée de la difficulté, sur 1000 campagnes exploratoires, moins d'une aboutit à une mine rentable. Une fois la cible géologique définie, entrent en scène des carottiers capables de percer la roche jusqu'à 2000 km de profondeur. Là, au nord-est du Nevada, se trouve la deuxième plus grande mine d'or des États-Unis. L'opératrice, filiale de la plus grande multinationale aurifère mondiale, exploite un système mixte. Une carrière à ciel ouvert de plusieurs centaines de mètres de diamètre et un réseau souterrain complexe, équivalent à une fourmilière de galeries s'étendant sur plus de 80 km sous terre. Le processus d'extraction en surface débute par le placement d'explosifs à base de nitrate d'ammonium et de diesel, un mélange appelé ANFO, dans des forages répartis selon un plan de tir méticuleux. À chaque détonation, on peut employer entre 700 et 900 tonnes de nitrate, libérant environ 600 000 tonnes de roches fragmentées. Pour mettre les choses en perspective, chaque tonne de minerai ne contient guère que 3 grammes d'or. Il faut donc broyer un volume extraordinaire de matériaux pour remplir un seul moule à lingots. La partie visible de l'opération est assurée par une pelle hydraulique dont la benne est la plus volumineuse au monde. Coûtant plus de 20 millions de dollars, cette bête d'acier manipule 3 godets de minerai pour charger la benne d'un camion de transport de 270 tonnes métriques. Le cycle complet, arrivée, chargement et départ, est bouclé en à peine 1 minute, reflétant l'efficacité quasi chorégraphique de la logistique moderne. À l'usine de traitement, d'énormes concasseurs à mâchoires réduisent les blocs de roche à la taille de gravillons. Puis d'immenses tambours remplis de boulets d'acier, ces boules de moulin de la taille d'un melon, pulvérisent le minerai jusqu'à l'obtention d'une poudre très fine. Le mélange auquel on ajoute de l'eau pour former une boue fluide passe dans des cuves où l'on introduit du cyanure de sodium à des concentrations millimétriques. Toxique, le cyanure est néanmoins l'un des rares réactifs capables de dissoudre l'or sans trop corrompre les autres métaux présents. À la solution aurifère, on ajoute du charbon actif granulé, dont les surfaces poreuses capturent les ions d'or comme un filtre invisible.
Récupérer l'or adsorbé exige une étape électrochimique. En appliquant un courant, les ions métalliques quittent le charbon et se déposent sur des cathodes en acier inoxydable, formant des feuilles brillantes que l'on gratte périodiquement. Cependant, toute la richesse ne s'extrait pas de cette manière. Dans la même mine, certaines zones si profondes ou complexes nécessitent une exploitation souterraine. Pour les atteindre, les opérateurs descendent jusqu'à un demi-kilomètre sous la surface, où la température peut avoisiner 60 degrés Celsius. Dans cet environnement étouffant, un système de climatisation colossal souffle de l'air froid à travers des galeries renforcées par des boulons et des grillages métalliques. Les tirs en souterrain reproduisent de la séquence de la mine à ciel ouvert, forage, chargement d'explosifs, détonation, évacuation et chargement du minerai fragmenté dans des tombereaux articulés qui remontent à la surface. Là, on mélange le tout aux matériaux du chantier à ciel ouvert et le traitement se poursuit. Certaines fractions contiennent des sulfures enveloppant les particules d'or comme des carapaces. Pour briser cette barrière, on introduit la pulpe dans des autoclaves pressurisées où l'eau et l'oxygène montent à 224 degrés Celsius. La réaction oxyde les sulfures et libère le métal, prêt à repasser par cyanuration et électrolyse. Lors de la phase de fusion, les feuilles cathodiques sont fondues à plus de 1100 degrés Celsius dans des fours basculants revêtus de matériaux réfractaires. Une fois le métal fluidifié, on y incorpore des fondants à base de borax et de carbonate pour éliminer les impuretés, on dégazifie le tout à l'argon et après un échantillonnage rapide, confirmant des puretés proches de 90%, on coule le métal dans des lingotières en graphite préchauffé. En quelques secondes, le flux doré se solidifie en barres de la taille d'une brique, 25 kg chacune, dont la valeur dépasse $1 million. Produire un seul lingot exige de broyer et traiter quelques 8200 tonnes de roche. Ainsi, la mine du Nevada, avec sa combinaison d'exploitation à ciel ouvert et souterraine, déplace des volumes colossaux de minerais pour produire près de 26 tonnes d'or par an, soit plus d'$1 milliard. Pourtant, cet or n'a pas achevé son périple. Les lingots voyagent vers des raffineries où ils subissent des traitements de chloruration, de coulée ou d'électroraffinage pour atteindre des puretés de 99,99%. La touche finale consiste à estampiller chaque barre d'un numéro de série et de la teneur exacte, certifiant son authenticité auprès des banques centrales et des marchés internationaux. Depuis les premiers enregistrements historiques, on estime que l'humanité a extrait un peu plus de 190 000 tonnes d'or. Une part significative repose aujourd'hui dans des voûtes à haute sécurité, et aucune n'est aussi célèbre que celle de la Réserve fédérale de New York. Située en plein Manhattan et achevée dans les années 1920, cette forteresse souterraine abrite près d'un quart de l'or monétaire mondial. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs gouvernements y ont transféré leurs réserves pour les protéger durant la reconstruction européenne. Et les dépôts ont culminé en 1973, peu après que les États-Unis ont suspendu la convertibilité du dollar en or pour les pays étrangers. L'ensemble demeure à ce jour la chambre forte la plus vaste de la planète. Les lingots arrivent par convois blindés escortés par du personnel lourdement armé, sont déchargés à l'aide de grues à flèches rétractables et comptés un à un avant d'être placés dans des compartiments attribués à chaque nation ou institution financière. La seule vision de ces piles scintillantes, équivalentes à des centaines de milliards de dollars, est impressionnante. Tenter de transporter une telle masse dans une voiture ordinaire écraserait instantanément suspension et pneumatique. Pourtant, la grande question finale reste ouverte. Pourquoi, après des millénaires, l'or continue-t-il de nous fasciner? Une partie de la réponse réside dans ses propriétés physico-chimiques. Il est malléable, ne s'oxyde pas, est relativement rare et sa couleur inimitable le fait ressortir parmi les autres métaux. Mais il existe également un volet culturel et psychologique. Pendant des siècles, des royaumes ont établi leur monnaie en fonction des réserves aurifères. Plus tard, les banques centrales ont consolidé la confiance envers leurs billets en les adossant à des lingots. La valeur que nous attribuons à l'or n'est, en définitive, qu'un accord collectif fondé sur l'histoire et la perception d'une stabilité future. À mesure que l'exploitation devient plus coûteuse et que la teneur en minerai diminue, les sociétés minières investissent dans l'innovation. Systèmes de forage autonomes, camions sans conducteur guidés par GPS et réactifs alternatifs au cyanure moins nocifs pour l'environnement. Parallèlement, le recyclage de bijoux et de composants électroniques, un minage urbain, récupère le métal des dispositifs hors d'usage. Cependant, tant que la demande mondiale restera solide, qu'il s'agisse d'électronique, de joaillerie ou d'actifs de réserve, les grandes exploitations minières continueront de jouer un rôle central dans cette histoire de roche, de feu et de sécurité extrême. Ce voyage lumineux commence à un point presque imperceptible. De minuscules particules nichées dans des fissures millimétriques
cachés sous des millions de tonnes de roches ayant supporté d'éons de pression, de chaleur et de métamorphisme. À partir de là, la tâche se mue en une entreprise multidisciplinaire conjuguant géologie haute résolution, modélisation géochimique et cartographie aérienne pour localiser des gisements dont la teneur en or dépasse à peine quelques parties par million. Une fois l'anomalie identifiée, d'immenses machines, pelles hydrauliques de la taille de bâtiments et camions transportant l'équivalent du poids d'un Boeing 747, interviennent pour déloger, transporter et fragmenter la roche avec la précision d'un horloger. Suivent les opérations de concassage et de broyage qui réduisent le minerai en poudre fine, l'utilisation contrôlée de réactifs chimiques tels que le cyanure ou le thiosulfate pour solubiliser le métal et les techniques d'adsorption sur charbon actif ou résine synthétique pour le récupérer sous forme concentrée. Puis intervient l'électrolyse qui sépare l'or par dépôt cathodique et la raffinage chimique ou électrolytique pour atteindre des puretés supérieures à 99,99%. En parallèle, des ingénieurs en ventilation maintiennent les galeries souterraines à des températures respirables, des spécialistes environnementaux gèrent effluents et barrages à résidus avec des systèmes de surveillance en temps réel, et des analystes de données optimisent les itinéraires de transport au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle. Enfin, lors de la fusion, le métal liquide se transforme en lingot standard pesé avec une tolérance de centièmes de gramme, gravé de numéros de série et de codes QR pour assurer la traçabilité, puis protégé par des protocoles de sécurité incluant convois blindés, communication chiffrée et stockage dans des chambres fortes surveillées jour et nuit. Ainsi, la chaîne complète, des veines microscopiques sous terre jusqu'aux barres dorées gardées par des systèmes électroniques de dernière génération, révèle une chorégraphie où se conjuguent science, ingénierie de précision, investissements colossaux et l'aspiration persistante de l'homme à transformer risques et efforts en symboles tangibles d'une prospérité durable.